À la une ce soir, les routes limitées à 90 km/h le seront à 80 à partir du 1er juillet prochain. La mesure très controversée du gouvernement a pour objectif de baisser le taux de mortalité sur les routes. Nous verrons ce qu'en pensent les Martiniquais. Les élus de l'Assemblée de Martinique en séance plénière pour 2 jours. Ils devront voter les comptes de gestion et administratifs 2017. De vifs débats ont eu lieu pour cette première journée. La liaison Antilles vers la Guyane à moins de 150 €, un tarif qui sera proposé par Norwegian Airlines dès octobre prochain. La compagnie se positionne également sur la destination Montréal à moins de 200 €. Enfin, la ville du Marigot a fait l'acquisition d'un nouvel engin pour se débarrasser des sargasses. Son nom, Truxor, et la machine a coûté 99 000 €. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est une mesure du gouvernement largement contestée et qui entrera quand même en vigueur le 1er juillet prochain. La vitesse maximale pour les routes à double sens sans séparateur central sera désormais limitée à 80 km/h au lieu des 90 actuellement. La réforme a pour objectif de faire baisser le taux de mortalité sur les routes. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Dans 10 jours, la vitesse maximale sur cette route passera de 90 à 80 km/h. Elle est concernée par la mesure gouvernementale. La voie est en double sens et ne possède pas de séparateur central. Une bonne nouvelle pour les riverains. Cette portion de route avec un virage très prononcé en descente qui était limitée à 90, il serait judicieux effectivement de baisser la limitation de vitesse. Ceci étant, cette vitesse aurait déjà dû être plus basse à l'origine, elle aurait dû être à 70 et non pas 90. De nombreux automobilistes accueillent cette décision avec satisfaction. L'allure élevée de certains conducteurs est un danger qu'il faut combattre. Surtout en Martinique, j'ai constaté, il n'y a pas qu'en Martinique, c'est un peu partout, mais les gens roulent très mal. C'est un bon moyen quand même parce que nous, tout le monde, je pense qu'ils ne respectent pas la limite. 80, c'est une bonne chose parce qu'il y a trop d'accidents et les gens font n'importe quoi sur la route. La mesure vise à réduire le nombre de tués sur la route. La vitesse est le premier facteur de mortalité routière en France. Oui, mais voilà, cette prise de position divise et certains doutent de son efficacité. Cette mesure est mise en place pour 2 ans. Pour voir les effets d'une mesure, il faut attendre 3 à 4 ans. Alors en 2 ans, on ne va pas encore voir les effets de cette loi qui vient d'être votée là. Je pense arbitrairement mettre d'une façon unilatérale ou uniforme, effectivement, 80 km/h sur toutes les routes qui ne sont pas séparées par un terre-plein central, je pense que c'est un geste politique. Se pose ensuite le problème du remplacement des panneaux. À 10 jours de l'application de la mesure, la CTM en charge de la signalisation des routes n'a pas souhaité répondre à nos questions. Au chapitre politique, les élus de l'Assemblée de Martinique sont réunis pour 2 jours en séance plénière. Ils devront voter les comptes de gestion et administratifs 2017. Le budget est annoncé à l'équilibre, mais la lecture du compte administratif a provoqué de vives contestations entre la majorité et l'opposition. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. C'était la 2e année d'exercice avec, vous le savez, un héritage terrible, une accentuation des baisses des dotations de l'État et une population, évidemment, légitimement en impatience de voir les programmes, les annonces qui ont été faites pendant la campagne se réaliser. Et par conséquent, il y a eu un budget qui a été voté, difficile, parce que la recette et la ressource étaient rares, et en même temps, il fallait l'exécuter dans les conditions qui ne créent pas de soucis nouveaux. Eh bien, c'est un pari risqué, mais un pari réussi. Parce que vous avez les chiffres maintenant, le compte administratif est présenté, le payeur territorial a donné son compte de gestion, et aujourd'hui, les données économiques, les données financières parlent d'elles-mêmes. Pour un budget de plus de 1,1 milliard, il y a un résultat avec un très léger déficit de 1,5 million €. Ça veut dire que, si on veut prendre un exemple, si vous confiez à quelqu'un 1 000 € à gérer, eh bien à la fin, il vous dit « il me manque 1,5 €. Il crée un assèchement d'un côté, il diminue l'investissement considérablement de plus de 252 millions d'euros. C'est extrêmement grave comme situation. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres du payeur comparés entre 2016 et 2017 en une année. Donc la situation et ce populisme, cette domination, cet asservissement vis-à-vis du peuple est extrêmement grave. Il faut sortir de ce déguisement, de cette manipulation, parce qu'aujourd'hui, il y a des recettes certaines qui vont être
perdu. Et ça, c'est des semences, c'est-à-dire que là, on n'a pas qu'à s'aimer, on n'a pas qu'à récolter. Le compte administratif qui doit être adopté aujourd'hui présente un déficit de 1,5 million d'euros, ce qui n'est pas extrêmement important, hein, et même, je dirais, rapporté aux recettes, au budget de la collectivité, ça représente à peine 0,13%. Donc s'il y a problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Ce que l'on peut observer tout de même à la lecture attentive de ce compte administratif, c'est qu'entre 2016 et 2017, le volume de crédit consacré aux investissements a fortement diminué, il a été presque divisé par 2, ce qui peut représenter un signal inquiétant pour l'avenir. Au chapitre social, le collectif Chum Douvan prévoit une nouvelle mobilisation le 22 juin prochain. L'annonce a été faite en conférence de presse ce matin. L'action impulsée par les 18 maires de la communauté d'agglomération du Nord a pour objectif de dénoncer le problème de la santé en Martinique et plus spécifiquement celui de la zone du Nord. La manifestation est prévue au départ du rond-point de Mao à 8h30 pour un convoi en direction de l'ARS. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. L'hôpital Tala, il est en raison d'être et tout le monde can reconnaître ça. Sauf que, il y a 15 ans, il prend décision, il en terrain gratuit, la municipalité Trinité, et aujourd'hui jour, l'hôpital là pour qu'on sorte de terre. Donc nous avons dit, nous n'y a assez puis ça, il faut reconstruire l'hôpital là. Ils ont coupé plusieurs étages anciens l'hôpital là parce que c'était un tremblement de terre. Eh bien, on nous pas attendre en l'autre séisme arrivé, reconstruire l'hôpital là, mettez aux normes et ban la population en établissement qui can répondre aux normes parasismiques de telle sorte que nous pas apprendre, prend un risque par rapport à problème là. Chum, c'est 7 sites géographiques. Tout le monde n'a Chum ni droit ni des conditions de travail correctes et la population qui a fréquenté ces 7 sites-là, nous en droit baillot des soins de qualité. Mais pour ni soins de qualité, il faut qu'on ait moyen. Et comme nous n'y zéro moyen, qu'il n'y zéro soin. Si vous avez en bas changer dans la santé en pays, il faut que nous tous doubout. Problème de la santé, c'est problème toute la population. Et c'est pour ça que nous avons demandé la population doubout vendredi 22, Carrefour Mao, 8h30, en tenue de travail, pour ça qui travaille, et puis t-shirt si vous avez, pas carte fait covoiturage, parce que nous savons qu'il y a des gens qui peuvent marcher de Carrefour Mao à l'ARS. Partir en Guyane pour moins de 150 €, c'est le tarif très compétitif que promet la Norvégienne au départ de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France dès le mois d'octobre prochain. La compagnie low cost proposera également de relier Montréal à moins de 200 €. Outre l'ouverture de ces lignes 4 fois par semaine pour Cayenne et 3 fois par semaine pour le Canada, il est prévu un renforcement des vols vers New York. En revanche, la liaison entre les Antilles et Providence, à côté de Boston, est supprimée. Voyez les précisions recueillies par Éric Dupuis. Avec Cayenne, on a tout de suite vu qu'on pouvait accroître le nombre de passagers sur cette ligne en baissant les prix entre la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Et si nous ouvrons cette ligne, c'est qu'elle s'intègre bien avec notre programme de vol en place vers New York et le Canada. Alors nous arrêtons Providence car nous avons remarqué que dans cette région du nord-est des États-Unis, les vacanciers préfèrent voyager sur des destinations anglophones. Dans le même temps, nous renforçons nos vols vers New York car il y a une grande communauté francophone là-bas, comme le Canada que nous ouvrons aussi donc cette année. Et là, c'est un marché de francophones très intéressant. I've got the traffic rights to serve Canada. So, and that's a very interesting area of the French-speaking Canada. Économie maintenant avec les chiffres du chômage qui sont restés stables ces 2 dernières années, 18%, soit
4 points de moins qu'en Guadeloupe et en Guyane. La consommation des ménages se maintient malgré une baisse de 0,9% de la population. Les encours de crédit à l'habitat augmentent quant à eux de 3,7%, soit 1 point de plus qu'en 2016. Les crédits à la consommation ont augmenté de 7% avec une hausse spécifique de 27% d'immatriculation de véhicules neufs entre 2014 et 2017. Le flux de passagers est également en hausse de 3%, sans doute suite aux événements climatiques qui ont affecté les îles du Nord. Le nombre de croisiéristes a également progressé de 44% et porte le tourisme martiniquais à son plus haut niveau. Mauvaise nouvelle en revanche pour le secteur de l'agriculture puisque la production a baissé de 28%. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Donc on est sur un bilan 2017 plutôt encourageant, avec une stabilité de notre chômage qui est à 18%, donc le moins élevé sur l'ensemble des départements français d'Amérique, donc à savoir en Guadeloupe et en Guyane où on est avec un taux de 22%. Donc on a justement une croissance du transport aérien et portuaire, donc, qui est non négligeable, avec aussi un tourisme qui est porté à son plus haut niveau grâce à la forte augmentation de nos croisiéristes. On a une situation financière qui s'améliore d'année en année. Donc les ménages consomment, les ménages passent des crédits. Donc on est quand même dans une dynamique plutôt positive avec une consommation des ménages qui augmente sur l'année 2017. Le négatif, ce serait principalement la chute des exportations, donc de 17%. Et donc les tarifs des produits pétroliers contribuent fortement à cette baisse. On a aussi donc bien sûr une forte chute de 28% de l'exportation des produits agricoles, donc principalement due aux effets des tempêtes Matthew et Maria. Donc Matthew et Maria ont provoqué donc une baisse non négligeable de la production agricole de 30%. Et elles ont eu aussi un effet donc, sur la production de canne avec une baisse de 8%. Restez avec nous à suivre dans cette édition une journée de sensibilisation aux incivilités dans les écoles organisée aujourd'hui au Lamentin. Plusieurs centaines d'enfants de 2 à 12 ans y ont participé. Enfin, les 500 frères et le collectif Trop Violence se mobilisent à nouveau en Guyane. Ils organiseront une marche blanche pour dénoncer des faits divers sanglants qui se multiplient. Mais avant, je vous le disais, parlons de chiffres que la municipalité du Lamentin souhaite absolument diminuer et au plus vite. Le nombre d'incivilités dans les écoles est pris très au sérieux. Un village des Jeux au stade Georges Rassian a rassemblé plusieurs centaines d'enfants âgés entre 2 à 12 ans pour les sensibiliser. C'est un reportage de Johan Boulard. Au stade Georges Rassian aujourd'hui, pas de grand nom du football, mais des enfants et des jeux. On doit envoyer des balles dans un autre camp et celui qui a le moins de balles a gagné. J'ai appris à jouer avec mes copains sans me bagarrer, sans me battre, sans rien les faire, sans dire de gros mots. Des jeux de rôle, de coopération ou d'opposition pour apprendre à combattre les incivilités comme par exemple à la cantine. Il y a du monde qui fait la queue, il y a des gens qui passent devant. Ces écoles se sont passées le mot pour travailler de concert et réguler ce mal sur le temps périscolaire. Chaque école a fait un travail. Comment l'incivilité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par le mot incivilité? Puis les enfants ont sorti des mots, les mots d'enfants, voilà, c'est ne pas tirer des cheveux, ne pas cracher sur l'autre, ne pas taper. Cette manifestation est donc l'aboutissement de ce travail de longue haleine. Les enfants présents sont repartis conquis par une autre idée du vivre ensemble. Partons Guyane maintenant avec un appel lancé par les associations Trop Violence et 500 frères pour dénoncer une nouvelle fois la violence sur le territoire. Un jeune assassiné en plein jour devant chez lui, un nonagénaire ligoté et étouffé à son domicile en pleine nuit. Les familles endeuillées organiseront une marche blanche. Voyez ce reportage de Gaël Wassim. 2 morts violentes en l'espace de quelques jours. Il n'en aura pas fallu plus
pour que le spectre de l'insécurité revienne se faire une place dans le quotidien des Guyanais. Les familles Arneton et London, unies dans la douleur, se sont rangées aux côtés des 500 frères et de Trop Violence pour crier leur détresse. Je pense qu'aujourd'hui c'est moi, mais demain ce sera eux. Voilà. Et pour la discrimination, pour les criminels, pour tout ce qui se passe ici, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Nous avons un vrai problème ici en Guyane, pour tout, même pour l'hôpital. Voilà. Donc les médecins aussi. Parce qu'on ne peut pas donner et nous, on ne peut pas recevoir. Parce que la France gagne beaucoup avec nous, hein, vous le savez. D'accord? Et là, on ne peut pas accepter des choses comme ça qui se passent ici. Une seule demande des familles, la justice et surtout un accompagnement des forces de l'ordre. La famille du jeune AFVP assassiné en plein jour n'est toujours pas tenue informée des avancées de l'enquête. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles, on n'a ni photo, rien. On ne nous dit rien sur la personne qui a tué mon frère. On n'a pas d'informations, on ne nous dit rien. Ça va faire presque 2 semaines qu'on est là, on ne nous dit rien. Et là, on veut que justice soit faite. Ben, je veux que la personne se dénonce et que les gens aillent au commissariat pour dire, pour parler, qu'ils n'aient pas peur de dire ce qu'il y a. Parce que la personne est toujours en liberté. Une marche blanche est organisée demain au départ de la caserne des pompiers à partir de 15 h. Guyane toujours, mais beaucoup plus léger, avec un projet de musée à ciel ouvert lancé par Jean-Pierre Triveillot. L'artiste, sculpteur, poète et peintre s'est installé depuis 25 ans sur le mont Baduel, sur lequel il a façonné des rochers. Pierre Tréfou l'a rencontré pour s'en savoir un peu plus sur le projet. Regardez. C'est un lieu où il y a une personne qui est engagée, qui travaille, corps et âme, tu vois, et pour une certaine émancipation, et puis montrer qu'en fait, en Guyane, il y a des gens qui ont la créativité en eux et qui peuvent faire des choses, tu vois. Je suis monté sur la colline, j'avais quelques outils de terre de pierre donnés par des copains de France, tu vois. Et alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Quand je suis monté sur la colline, j'ai commencé timidement à sculpter des cailloux. Et puis de fil en aiguille, j'ai sculpté au moins une vingtaine de cailloux sur la colline. On fait 20 tonnes, 30 tonnes, tu vois. Et après, je suis descendu en bas, j'ai fait un petit carbet et je me suis mis ici. Et puis voilà, je suis là jusqu'à maintenant. Il y a un potentiel ici, il y a de quoi faire ici. Il y a des gens qui ont la créativité en eux, je me dis pourquoi pas leur donner, tu vois, l'ouverture, tu vois, qu'ils puissent travailler, pas être là, être assisté, tu vois, toujours dans un truc d'assistanat. Je pense que non, c'est pas normal. Comme ça, on tue la personne, moralement, tu vois. Donc moi, je me suis dit, je prends mon bâton de pèlerin et je travaille. J'ai envie de faire un musée, tu vois, voilà. Et j'attends sur personne, tu vois, parce que je pense que c'est bien d'avoir de l'argent, mais si tu peux en vivre avec très peu, je pense que c'est déjà l'essentiel, tu vois. C'est pas courir derrière l'argent, tu vois. Je pense que c'est courir dans un esprit assez sain, tu vois, et faire les choses. Il faudrait qu'on avance maintenant. On a le truc là maintenant. On a le projet là, on a l'espace là, et donc je pense que là, il faut passer à l'action. Et logiquement, bon, tout a déjà été fait, écrit, financé, tout ça. Donc je pense que maintenant, c'est passer aux actions, tu vois. Le plus clairement possible, le plus rapidement possible. Il faut qu'on démarre sérieusement, et puis je pense que là-bas est dans leur camp, et qu'on avance sereinement. J'ai des gens, quand je les vois, ils me disent, Triveillot, à quand ton espace? Donc je leur dis, ça, c'est la mairie. Il faut qu'elle fasse son possible, il faut qu'on avance. Et logiquement, moi je suis déjà au combat. Ça fait déjà presque 25 ans. Donc maintenant, c'est balancer le projet. Le projet est positif parce qu'en fait, ça va décompresser un peu le surplus de bâtiments qu'il y a. Parce que si on fait que des bâtiments, je pense qu'on aura plus de problèmes par rapport aux jeunes. Donc je pense que logiquement, il faudrait qu'on ouvre cet espace, que les jeunes viennent ici s'inspirer. Et là, on aura plus. Je ne vais pas changer le monde parfaitement, mais je vais contribuer à une position très élargie, à faire que les gens prennent conscience qu'il y a un besoin de vivre aisément, tu vois, dans une nature en pleine Cayenne. J-1 avant la fête de la musique qui sera, comme chaque année, célébrée dans le monde entier. Plusieurs temps forts sont prévus en Martinique. Parmi eux, le rendez-vous fixé par le syndicat pour la défense des artistes martiniquais en partenariat avec la ville de Fort-de-France. Et pour en parler, nous recevons le président du syndicat, Aimé Aga. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous. Alors, le rendez-vous est fixé de 17 h à 2 h du matin. Voilà. Plusieurs artistes avec plusieurs univers seront au rendez-vous. Alors, dites-nous en plus, qu'est-ce qui nous attend? Disons que, comme chaque année, on fait la fête de la musique à la Maison des syndicats.
à Fort-de-France, pour ceux qui ne savent pas où le syndicat se trouve. Et à partir de 17h, il y aura d'abord un show mix pendant 1 heure. Et après ce show mix, les artistes vont se suivre et s'enchaîner. Et puis il y aura en finale 2 grands lives. Donc énormément d'artistes. Je peux citer par exemple Frim, Eli Pénombre, Casti, Wai et Luna que les jeunes aiment, Poglo, Kali, Dougs, LT, Jocelyn Regina, Max Telef, JFP, MD Love, Emile Nayoane, Bruno Bias, Jimmy Ramassami, Eddie Borderan, Wilson Boniali, LG. Énormément d'artistes. Un plateau très varié. Voilà, il y a une 60aine d'artistes invités. Et un petit peu pour que chaque personne s'y retrouve, des artistes pour la jeunesse, des artistes pour les plus âgés, des artistes pour les enfants aussi, puisque en début de spectacle, Frim va faire sa prestation avec les marionnettes. Avec les marionnettes. Alors, vous n'allez pas vous contenter en tant que syndicat pour la défense des Martiniquais d'organiser une manifestation pour la fête de la musique. Vous prévoyez également d'autres événements pendant les grandes vacances. Voilà. Dites-nous ce qu'il y aura au programme. D'autres événements, le syndicat travaille avec MyStar et Turtle Stypod, et surtout la ville de Fort-de-France qui nous a donné un vrai coup de main. Quand il faut pousser un coup de gueule, on pousse, mais quand il nous aide, on en parle. Donc, qui nous a gracieusement laissé le Grand Carbet. Donc, on essaie de faire une série d'hommages aux artistes martiniquais. Aussi, de faire des podiums dans les différentes communes. Donc, on est en train de prendre contact avec les différents services culturels pour proposer des animations et des podiums. Et les communes jouent le jeu ? Les communes jouent le jeu. Le problème qui est récurrent, c'est surtout les finances. Oui. Mais la plupart des communes sont d'accord. On a déjà l'accord de 8 communes. Lesquelles ? Le François, le Diamant, Fort-de-France. On a discuté avec plein. Le Marin, de mémoire. Et on essaie surtout de pouvoir proposer aux artistes parce qu'il y a de moins en moins de fêtes patronales, de fêtes de quartier, donc les artistes ont des problèmes de visibilité et on essaie, nous, de venir avec des podiums comme ça, de travailler aussi au niveau de la formation. 17 jeunes doivent partir sur la métropole pour se former avec une école de musique. On essaie aussi de travailler dans les médias. Il y a une émission de radio sur RCI que j'anime le dimanche soir, dont on essaie de monter notre propre média. Il y a énormément de choses en cours. Alors, plus globalement, quelle est la vie d'un artiste martiniquais aujourd'hui ? Parce qu'on sait que depuis toujours, la vie artistique. Mais aujourd'hui, en 2018, est-ce que c'est toujours aussi dur ? Je crois qu'Ali a bien résumé, la vie artistique est de plus en plus. C'est de pire en pire, selon vous ça... C'est de pire en pire parce qu'il y a de moins en moins d'artistes... on dira professionnels, puisque énormément d'artistes travaillent à côté pour joindre les deux bouts, ou alors s'exilent, vont sur la métropole. Mais les cachets sont de plus en plus bas. Je ne dirai pas de bêtises si je demande aux Martiniquais le dernier CD, le dernier album qu'ils ont acheté. Il y a très peu d'albums achetés. Donc, il y a très peu de scènes. Et puis, d'après la SACEM, nous sommes 1200 recensés. Je parle d'artistes musiciens. Et vous savez bien qu'à part l'Atrium et le Grand Carbet, il n'y a pas vraiment d'espace pour que les artistes puissent se produire. Donc, les artistes martiniquais sont en réelle difficulté. Et je pense qu'il serait temps que le monde politique en prenne conscience. Alors, bon, vous avez dit que quand même certaines communes souhaitent jouer le jeu, mais ils n'ont pas les finances. C'est surtout ça le problème. Alors, en tant que président de l'Association pour la défense des artistes martiniquais, est-ce que vous encourageriez un jeune à se lancer dans la musique aujourd'hui ? Je dis d'abord que c'est un problème qui est récurrent et le problème c'est bien qu'il soit posé. Il y a énormément de personnes qui estiment que tout travail mérite salaire. Et je comprends les artistes qui ne souhaitent pas faire de prestations gracieusement. Mais je pense qu'il y a dans un premier temps l'amour de la musique. Un artiste qui fait de la musique et qui dure, c'est sans doute un artiste qui aime son métier. Il faut aussi après qu'en soutien viennent les politiques. Il y a, je crois, des fonds qui sont à notre disposition à la DAC, à la CTM,
peut-être au comité martiniquais du tourisme, etc. de choses. Et je tiens à dire que les artistes martiniquais voient difficilement le bout du tunnel. Ils n'ont certainement pas... Les démarches sont longues, c'est ça? Les démarches sont longues, compliquées. Et en bout de course, la plupart du temps, c'est non. D'accord. Donc, il y a énormément d'artistes qui me font des retours, comme quoi ils ont déposé des projets et que... Mais non, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas ou parce que le projet n'est pas viable? Je vais mettre le pied dans le plat et je vais dire que j'ai l'impression que les personnes qui sont à la tête de ces commissions-là ne s'y connaissent pas en culture. J'ai eu l'occasion de connaître, de rencontrer l'un des responsables de la culture qui m'a dit qu'il ne venait pas du tout de ce milieu-là et qu'il fallait être patient avec lui, ce que je peux comprendre. Mais je disais que si, par exemple, je lui envoyais un album à masteriser, pourquoi il dirait oui, pourquoi il dirait non, alors qu'il ne connaît pas du tout le tarif. Un mastering, c'est 50 € de l'heure. Si je lui dis que j'ai besoin de 2 000 €, il n'y connaîtra rien du tout. Et je ne vois pas... Donc le problème est loin d'être résolu, finalement. Loin d'être résolu. Et puis, énormément de difficultés. Et je crois que on a vu ces dernières années les difficultés que les artistes ont eues, puisqu'il y a eu l'affaire de Luge, il y a eu énormément d'affaires qui ont émaillé l'actualité. Et tous les Martiniquais savent que la vie artistique... C'est ça. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on rappelle que vous êtes quand même venu pour parler de la fête de la musique qui est programmée demain. Demain. Alors, demain, à la Maison des syndicats. De 17h à pratiquement 2h du matin avec MyStar, Total Style, la ville de Fort-de-France. Et environ une soixantaine d'artistes. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Parlons sport maintenant avec les matchs de la Coupe du monde de football du jour. Dans le groupe A, l'Uruguay a battu l'Arabie Saoudite 1-0. La Russie et l'Uruguay sont donc déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avant le troisième match. L'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Maroc du groupe B sont éliminés. Enfin, l'Espagne a battu cet après-midi l'Iran. J'en profite pour vous rappeler que le match France-Pérou sera diffusé en direct demain matin sur notre antenne. Le rendez-vous est fixé à 11 h. Comme à chaque diffusion de match, nous vous proposerons dans la foulée le magazine de la Coupe du Monde 2018 réalisé par nos confrères de TF1. Allez, ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Grand-Rivière avec la satisfaction du collectif des commerçants qui s'opposaient à l'entreprise en charge de l'installation de la centrale éolienne. Un protocole d'accord a été signé cet après-midi entre les deux parties pour une indemnisation des désagréments causés par les travaux. Les membres du collectif étaient encore mobilisés ce matin et se sont exprimés face à la caméra d'Hubert Bornil et de Guy Raphaël René. Regardez. Ils ont fait des tranchées et on a eu des problèmes avec nos voitures. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que tout au début, on nous avait promis de nous indemniser parce qu'ils savaient qu'on aurait eu des difficultés. Parce que pour l'instant, on n'en a pas. Mais on ne sait pas après comment ça va se dérouler. On ne peut pas entraver l'unique route d'accès à une commune et à des commerces sans tenir compte des difficultés que les commerçants ou les gens qui vivent sur ce territoire-là ont. Donc, depuis mars, nous subissons de manière quotidienne des coupures de route. Et ça a une vraie incidence sur nos structures et sur notre fonctionnement et sur notre organisation. Et nous restons dans le Nord pour vous présenter ce soir Truxor, une machine neuve acquise par la ville du Marigot qui aura pour mission de débarrasser le littoral des sargasses, un investissement de 99 000 € soutenu par Cap Nord, la CTM et l'État. C'est un reportage d'Hubert Bornil et de Guy Raphaël René. On dirait un tracteur à chenilles sur l'eau, c'est l'acquisition municipale. En tout cas, c'était une volonté forte de la mairie du Marigot de mettre à disposition des pêcheurs cette machine parce que pendant trop longtemps, la profession est restée paralysée et puis il y a toutes ces odeurs dans la commune. En tout cas, depuis ce matin, la nouvelle machine, elle est en fonction, le personnel en profite pour s'assurer une certaine formation, on va dire. À peine livré, l'engin est mis à l'eau. L'enlèvement des sargasses dans le port de pêche, une priorité pour l'édilité face à la gêne causée aux riverains, surtout ceux du bourg et du quartier de Haumont qui surplombent le site de Fond d'Or.
devant les problèmes que rencontre la population, le maire ne pouvait faire autrement. Il fallait impérativement que je règle ce problème de olfactif surtout. C'était surtout pour le problème olfactif, puisque nous sommes au cœur d'une population là. Au Marigot, la baie de Fondor est devenue malheureusement un point d'échouage et de stagnation des sargasses. C'est l'unique point sensible de la commune, le seul endroit où le phénomène est ainsi observé. Une difficulté majeure pour les touristes de passage et surtout les marins-pêcheurs privés de pêche depuis plusieurs semaines. Du coup, la présence de ce drôle de véhicule ne passe pas inaperçue. Nous sommes venus là tout esprit, je dis c'est Pégaso là et Marigot là, je suis venu ouais machine tout esprit pour ça. Il peut y avoir un problème pour le moment, mais il a fait petit brin. Comme ça, les marins-pêcheurs peuvent sortir au bout de 2 jours. Je pense pour faire un gain de pain, pour un petit gain de pain. Sinon, pour manger problème, peut-être je pense que c'est un gambage pour faire au large. L'année passée, on a Nyon qui était venu ici. Bon, c'est les pilotes là, ils ont l'expérimentation là. Alors, on va regarder manière à porter manœuvre. Le Truxor vient en fait renforcer le travail des équipes de terrain engagées depuis plusieurs mois dans le ramassage des algues. La mairie en a fait l'acquisition pour 99 000 €. La ville du Marigot a un petit plan d'eau, puisque nous avons que très peu de marins-pêcheurs, 6 ou 7 marins-pêcheurs. Petit plan d'eau, donc il fallait trouver une machine capable de tourner, de pivoter et de fonctionner sous ce petit plan d'eau. Vous allez voir que d'autres communes, par exemple, comme le Robert, vont commander le Robert qui va commander un Sargator, tandis que la ville du Marigot, c'est un Truxor. Le Truxor, c'est une espèce de petite pelle bas-coût, mais qui est amphibie. Un investissement dont se félicite monsieur le maire. Dorénavant, 3 agents possédant le CACES alterneront quotidiennement aux commandes de l'engin. Au terme de 3 heures de travail aujourd'hui, les premiers résultats étaient déjà perceptibles. Les premiers essais se sont montrés plutôt concluants. En tout cas, 3 personnes des agents municipaux sont dédiées à la conduite de cet appareil qui n'a rien à voir avec celui du Robert. Ici, cette petite machine, elle est tout à fait adaptée pour le plan d'eau du Marigot. En tout cas, tout ce qu'on souhaite du côté de la mairie et de Cap-Nord, c'est que l'efficacité soit au rendez-vous. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8 h à 13 h sur le parking de la mairie du Lamentin. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9 h à 16 h à la maison du don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.